Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 5 mars, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité, ce soir, les éleveurs haut-marnais dénoncent une hausse des attaques de loups, une situation de plus en plus insupportable. Régine Pam, la préfète de Haute-Marne, a organisé un point de situation au centre des opérations de la préfecture. Un mois après la fermeture de l'ex-magasin Leader Price, devenu Miamland City. Où en sommes-nous? Paul Deswatines reviendra avec nous sur cette affaire. Ce lundi 3 mars, les femmes ont été mises à l'honneur par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Marne lors de la remise des prix du concours Madame Artisanat. En fin de journal, Clémentine Coppola recevra Lucas Mazot, un auteur passionné qui a donné vie à son propre univers de science-fantasy. La dernière attaque date du 20 février dernier. Les éleveurs haut-marnais victimes d'attaques de loups sont dans une situation insupportable et qui menace leur exploitation. Pour y remédier, Régine Pam, la préfète de Haute-Marne, a organisé un point de situation au centre des opérations de la préfecture afin de présenter les actions mises en place et de faire la passation d'armes de tir. Explication de Célia Richard. Une vingtaine d'attaques, une centaine de brebis décédées et des éleveurs endeuillés. Depuis le début de l'année, le loup continue de sévir en Haute-Marne. Ce mardi, la préfète a fait un point sur la situation à l'occasion de l'accueil d'une brigade spécialisée en matière de prélèvement de loups. Son objectif est de protéger les troupeaux. Un arrêté préfectoral a été mis en place afin d'autoriser les tirs sur le loup en cas d'attaque, mais seulement en cas de légitime défense. La brigade sera présente une semaine sur le département pour mener des actions de repérage et de défense. Pour les aider, la préfecture de la Haute-Marne leur a offert une arme de tir adaptée. C'était un point de situation avec eux pour repérer quels ont été les itinéraires du loup, repérer les parcelles qui sont protégées et qui nous permettront effectivement de positionner les tireurs pour défendre les troupeaux. La zone qui est plutôt concernée par les attaques que nous vivons depuis le début de l'année, c'est la zone du Bassigny, donc qui est plutôt à l'est, légèrement est-sud-est du département. Et c'est dans cette zone que le loup s'est plutôt manifesté depuis le début de l'année. Donc, par conséquent, il a été prioritaire pour les éleveurs de cette zone de s'équiper de ces mesures de protection. Et c'est effectivement dans ces zones que moi j'ai été en mesure d'autoriser des tirs de défense. Et c'est aussi dans ce cadre légal que nous pourrons envisager l'intervention de la brigade. Un mois après la fermeture de l'ex-magasin Leader Price de Saint-Dizier, devenu depuis Miamland City. Où en sommes-nous? Bonsoir Paul. Bonsoir Nicolas. Ce soir, tu nous proposes une rétrospective de ce dossier que tu as suivi. Alors, tu l'as dit, le 28 janvier dernier a sonné la fin de plusieurs mois de combat pour les salariés du magasin. Tout avait commencé le 1er juillet 2024 par le rachat officiel du magasin pour 1 euro symbolique. Mais c'est après que les problèmes ont commencé. Le 23 août, les employés ne le savent pas encore, mais c'est le dernier réapprovisionnement du magasin avant plusieurs semaines. Et le mois d'août, c'est aussi le dernier mois de salaire versé en intégralité. Alors tout cela, on ne l'apprendra que bien plus tard, car c'est à partir du mois de novembre que nous avons suivi la situation alarmante du magasin et de ses salariés. C'est ça. Alors vous le voyez sur ces images qui datent de début décembre, les rayons sont vides, il n'y a plus de produits frais, ni de viande ou même de fruits et légumes. Les clients ont déserté le magasin et les employés n'ont tout simplement plus rien à faire. Alors suite à notre reportage, l'affaire s'ébruite et prend même une ampleur nationale. Nous apprenons que ce n'est pas le seul magasin sur le territoire national. Exactement. La propriétaire du magasin de Saint-Dizier, Imen Aoufi, est en réalité propriétaire de 5 autres magasins en France, dont 4 Leader Price, vous le voyez sur cette carte, 2 dans l'Oise, 1 dans le Puy-de-Dôme et dans la Marne. Il y en a un également, un Spar, dans la Seine-et-Marne, donc en région parisienne. Alors on revient du côté de Saint-Dizier, où après notre reportage, la mairie et la ville s'emparent du sujet. Elle décide en fait d'aider les salariés avec la petite épicerie. Les employés peuvent aussi compter sur le soutien de la Croix-Rouge et 30 € par semaine du Centre communal d'action sociale. On écoute le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, en conseil municipal au mois de décembre. Notre camp, mais il est choisi depuis très longtemps et on l'a pris. Nous avons mis à disposition de ces salariés tout ce dont on était capable. Peut-être que c'est jamais assez, peut-être. C'est peut-être aussi jamais assez rapide. Très bien. Ça, je veux bien le prendre pour nous. Alors, nous sommes à présent mi-décembre et la situation n'évolue toujours pas. Les salariés décident donc de se mobiliser. À l'approche de Noël, les salariés se rassemblent devant la mairie pour récolter des fonds. Il faut se dire qu'à ce moment-là, elles n'ont presque pas été payées depuis août, même si certaines ont reçu 500 € en septembre ou au mois d'octobre.
Un événement va pourtant redonner un peu d'espoir aux employés et aux bragards qui sont émus de la situation. Tout à fait. Juste avant Noël, donc quelques jours après, le magasin change d'enseigne et le Leader Price devient un Miamland City. Une vague d'espoir semble arriver puisque dans le même temps, le magasin est même réapprovisionné partiellement pour la première fois depuis plusieurs semaines et les salariés reçoivent même 1 000 €. Mais alors à ce moment-là, la situation se corse car une commission de sécurité passe dans la matinée du 30 décembre au magasin Miamland City. Pour rappel, cette commission elle est obligatoire dès lors qu'un établissement reçoit du public. Elle effectue des contrôles concernant les dispositifs permettant de réduire les risques d'incendie, de faciliter l'évacuation du public et l'intervention des secours. C'est ça. Et cette commission, elle a été demandée directement par la mairie de Saint-Dizier. Elle demande au magasin de se mettre aux normes tout simplement sur plusieurs sujets, mais le délai accordé paraît vraiment difficile à honorer. Il y a plusieurs sujets à travailler dans ce magasin et début janvier, on pense qu'elle peut statuer d'une possible fermeture administrative du magasin. Et à ce moment-là, l'étau se resserre. L'étau se resserre et pour mettre la pression, le collectif Citoyen 52 et la CGT qui soutiennent tous les deux les salariés manifestent devant le magasin, puis devant la salle des fuseaux lors des vœux du maire. 2 semaines plus tard, la décision est entérinée, le magasin ferme ses portes. Clap de fin le 28 janvier, alors qu'il y avait plusieurs hypothèses, je vous le disais, concernant la fermeture du magasin. La société propriétaire a été placée en liquidation judiciaire après une procédure entamée par les employés fin 2024. C'est donc la fin du feuilleton et si les salariés sont d'abord soulagés, c'est le contre-coup qui prend ensuite le dessus. Écoutez. On ne survit même plus. On ne survit plus. Hein. C'est très très dur moralement. Moralement, sans argent, c'est plus possible. C'est plus possible. Pas bien, je dors toujours pas. Très mal. Et j'ai une pensée à tout le monde, à mes collègues, tout le monde. Qu'on était à bout. Être enfermé là-dedans, pas de nouvelles de rien du tout, pas de livraison, pas de salaire. Oui, on était à bout. On attend. J'espère qu'elle va pouvoir se manifester, qu'elle puisse expliquer pourquoi elle a fait tout ça. Tout le mal à tout le monde. Tout ce mal à tout le monde moralement surtout. Surtout pour le moral. Comprendre pourquoi. Pourquoi elle a pris ce magasin et qu'on en est là. On espère tout, hein. On a hâte, surtout qu'on redevienne un peu comme avant, quoi. Car on a des factures comme tout le monde. Pour Angélique, c'est la fin d'une aventure de 27 ans et le début d'une lente reconstruction. Les démarches entamées par les salariés leur permettront de recevoir lors des prochaines semaines leur solde de tout compte et une partie de leur salaire. En attendant ces versements, ils continuent de se reconstruire professionnellement mais aussi personnellement. De son côté, la mairie de Saint-Dizier accompagne les salariés. Écoutez Quentin Brière au micro de Léo Martin. C'est un sentiment de soulagement parce que je pense tout de suite aux salariés qui étaient là, à leur famille, qu'on a rencontrés encore très récemment. Mes adjointes les ont rencontrés, ont pris le temps avec elles. Pourquoi on continue à le faire? Parce qu'en fait, oui, c'est très bien, ça y est, ça a été liquidé. Donc ça, c'est une victoire, parce qu'il fallait arrêter cette espèce de folie-là. Mais maintenant, il faut aussi qu'elles trouvent un travail, qu'elles retrouvent quelque chose et qu'elles soient dans de bonnes conditions. Le magasin est donc fermé à présent, mais quelle est la suite pour ce quartier de la Noue, orphelin d'un magasin? Est-ce qu'il y a repreneur? Alors plusieurs se sont manifestés durant les derniers mois, mais il va falloir être prudent pour le liquidateur. On écoute la réaction de Rachel Blanc au micro de Gaël Bossu. D'un point de vue économique, en revanche, il faut aussi qu'on se pose cette question, c'est-à-dire demain, ce magasin devient une friche commerciale. Et donc ça, c'est tout l'enjeu, tout un enjeu pour la ville de Saint-Dizier, de se dire, avec le mandataire liquidateur, comment réussir à trouver un futur repreneur? Eh bien, il faut être proactif à présent pour aller rechercher ces porteurs de projets éventuels. Et puis, dans les différentes étapes que vont connaître cette liquidation, eh bien, être au rendez-vous pour créer des synergies, activer le réseau et tout faire pour que ce quartier de la Noue puisse conserver cette offre-là, qui soit de qualité cette fois, portée par un porteur de projet soucieux de son environnement et de ses salariés. Et la propriétaire, Paul, dans tout ça? Eh bien, malgré nos nombreuses sollicitations, elle ne nous a tout simplement jamais répondu. De son côté, l'enseigne Miamland, qui est initialement un grossiste, avait ouvert sa première franchise à Saint-Dizier. Il ne nous a pas répondu non plus, mais en janvier, il se montrait prudent et espérait que des solutions soient trouvées. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup, Paul, pour toutes ces explications. Pour retrouver tous nos reportages et articles sur le sujet, il y a un dossier dédié à retrouver sur notre site internet et notre application puissancetélévision.fr. Tout autre chose à présent, ce lundi 3 mars, les femmes ont été mises à l'honneur par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Marne lors de la remise des prix du concours Madame Artisanat. 4 lauréates ont été choisies parmi 20 dossiers et 3 catégories. Le but de ce concours, montrer que les femmes aussi peuvent être artisanes. Célia Richard. Être une femme et travailler dans l'artisanat,
C'est possible. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Marne le prouve chaque année avec le concours Madame Artisanat. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le lundi 3 mars à Chaumont et 4 lauréates ont été primées. Nous avons voulu mettre à l'honneur toutes les femmes chefs d'entreprise qui ont le courage de se lancer malgré les difficultés et souvent les pauvres qui ont une vie de famille à côté. Parce que comme je vous disais, 30% des femmes maintenant sont chefs d'entreprise. Pour cette édition 2024, une vingtaine de dossiers ont été étudiés par le jury et 17 ont été retenus. Il était possible de se présenter dans 3 catégories, Madame Artisanat, Madame Apprenti et Madame Engagée. Cette année, un prix coup de cœur a également été décerné. C'est un métier un petit peu atypique et il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu, donc je voulais représenter ça aussi. Ça fait plaisir parce que ça met justement en avant le fait qu'une femme peut faire autre chose que d'être faire de l'administration. Je suis très contente d'avoir les coupes de corps parce que les jurys ils sont touchés par mon travail. J'ai fait des bijoux pour aider les mouvements politiques de mon pays. Parce que moi je viens de Biamani. Avec les créations que j'ai fait, je peux aider les mouvements, vous voyez, les politiquement, tout ça. Je peux aider quelque chose. C'est pour ça que j'ai envoyé la candidature à l'artisanat. Chaque lauréate a reçu un chèque de 500 €. Ce concours permet aux femmes chefs d'entreprise de mettre en lumière leur métier. Quand on est promu, quand on fait valoir son travail et qu'on est reconnu de ce travail, c'est quand même un exploit et ça montre aux autres qu'on a la possibilité de le faire. Et c'est pas parce qu'on est une femme et qu'on a une famille derrière à s'occuper qu'on ne peut pas y arriver. Donc moi je suis très contente que les femmes osent se montrer. Les inscriptions pour la prochaine édition s'ouvriront aux alentours de décembre 2025. Nous vous proposons une rencontre à présent avec un auteur passionné qui a donné vie à son propre univers de science fantasy. Son nom, Lucas Mazot. Une interview menée par Clémentine Coppola et enregistrée en fin de semaine dernière. Nous recevons ce soir un invité passionné qui a su donner vie à son propre univers littéraire. Installé à Bar-le-Duc depuis 2 ans, il vient de publier son premier roman, L'autre côté du temps, un mélange de fantaisie et de science-fiction. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors avant de parler de votre livre, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ? J'écris depuis l'âge de mes 13 ans. Donc ça fait un petit moment que je me suis mis à développer mes univers créatifs. J'ai toujours été très à l'aise avec les mots et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je joue beaucoup de jeux vidéo, j'ai lu aussi pas mal de livres. Donc premièrement, c'est ça qui m'a poussé vraiment à développer mon univers. J'ai toujours beaucoup d'imagination. Alors justement, vous avez beaucoup d'imagination, mais vous avez décidé de sauter le pas. Vous avez écrit ce livre qui est là juste sous nos yeux, qui s'appelle L'autre côté du temps. Alors c'est le premier tome d'une saga. Est-ce qu'on peut déjà comprendre un peu l'univers ? Plongeons dans l'histoire avec vous. Qu'est-ce que ça raconte ? L'autre côté du temps, ça parle du quotidien de 6 adolescents qui sont plutôt communs au premier abord, qui vont vivre des difficultés que n'importe quel adolescent pourrait vivre au premier abord. Et en réalité, ils vont échapper brutalement à un assassinat qui va les propulser du coup dans une époque ultérieure, ou plutôt antérieure. Et à partir de là, tout leur quotidien va être bouleversé. Ils vont devoir trouver des techniques en fait pour s'en sortir, pour survivre. Et c'est là que tout va démarrer en fait. Ils vont comprendre pourquoi, plutôt ils vont essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés. Ils vont se rendre compte que c'est peut-être pas aussi anodin que ce qu'ils pensaient. Alors effectivement, des personnages, il y en a beaucoup, il y en a 6 principaux, c'est ça ? C'est ça. Donc 6 adolescents. C'est ça. Que vous avez créé pareil, que vous aviez depuis longtemps en tête ou que vous avez créé au fur et à mesure ? Je les ai en tête depuis longtemps, mais ils ont évolué un peu avec moi. Ils avaient au départ, forcément, quand on imagine des adolescents, quand on a 13 ans, je pense qu'on s'identifie un peu plus à eux. Maintenant, en grandissant, j'ai eu un regard différent à leur sujet. Et du coup, ils ont grandi, ils ont un peu changé, mais c'est vrai que leur base, leur origine, est là depuis déjà pas mal d'années. Ouais. Alors ça sent un petit peu peut-être dans les thématiques que vous abordez, puisqu'effectivement il y a des thématiques qu'on pourrait attester à la fantaisie, comme le voyage temporel, etc. Et on a des choses qui sont plus dures, comme les troubles mentaux, où vous disiez les assassinats par exemple, les drames. Comment vous arrivez à mélanger toutes ces thématiques ? En fait, je vous dirais souvent par expérience personnelle et en regardant un petit peu comment les personnes autour de soi vivent les choses. Déjà en termes de troubles c'est-à-dire moi j'ai fait des études aussi en psychologie, j'ai connu des personnes qui en avaient.
c'est un sujet qui me touche particulièrement, que je connais assez bien, et je me suis toujours dit aussi, même quand j'étais plus jeune, comme je vous ai dit, j'ai toujours beaucoup d'imagination, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo, on se demande aussi parfois comment est-ce qu'une personne qui va être pas forcément valide pourrait vivre finalement dans un univers alternatif, parce qu'on voit toujours des personnages finalement qui sont assez valides en fait, que ce soit dans des intrigues fantaisistes ou dans tout type de fiction. Et je me suis dit finalement pourquoi est-ce qu'on donnerait pas à un moment donné le regard sur des personnes qui ont des difficultés qu'on n'a jamais vraiment vues. Et du coup, je me suis dit, finalement, c'est une forme d'innovation, alors pourquoi pas tenter? Et à partir de là, en fait, on s'inspire aussi de ses propres expériences, de celles de ses proches. On lit, on apprend, on conjugue, en fait, finalement, les différentes disciplines sur lesquelles on essaye de développer des compétences. Et à partir de là, en fait, ça va tout seul. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Finalement. Ouais. Un assemblage de beaucoup de choses et un assemblage qui donne quand même un livre de 642 pages, je tiens à le préciser parce qu'on le voit sur le plateau, il est énorme. Comment vous avez réussi à écrire ça? Combien de temps ça prend pour créer un tel ouvrage? Je vous dirais que ça dépend de beaucoup de facteurs. Déjà, il y a quand même l'inspiration. Si on sait vraiment où on va et si on a confiance dans ce qu'on fait, ça va mieux. Moi, au départ, ça a été beaucoup plus vite parce que je n'avais pas prévu finalement de le vendre tout de suite. J'étais vraiment plus dans mon activité personnelle, j'étais pas vraiment dans quelque chose, dans une démarche de commercialisation. Et c'est à partir de là que ça s'est fait, quand j'ai commencé à vraiment comprendre ce que je faisais, à y attacher une forme de persuasion en fait. Quand j'ai compris que je voulais communiquer quelque chose, ça a été beaucoup plus vite. Alors le temps que ça prend... Vous écrivez comment, par exemple, tous les jours? Alors, ça dépend des moments. Il y a des périodes où je pouvais vraiment écrire tous les jours. Il y a des périodes où je pouvais me sentir épuisé. Parce que quand on écrit, mine de rien, on se dit que c'est une activité qui est sédentaire, mais en fait, on reste assis. On passe du temps à réfléchir, à chercher chaque mot, etc. Il faut une certaine forme de régularité. Ça, c'est certain. Il y a des règles qu'il faut s'imposer. Moi, j'essayais d'écrire au maximum quand je sentais que j'avais des choses à écrire, de pas trop me réfréner sur mes plans, parce que j'écris beaucoup avec des plans. Pour le coup, je suis très rigide là-dessus. Je divise beaucoup mes chapitres. Quand je sais que je vais devoir écrire, je me dis je vais écrire peut-être le lendemain ou cette semaine. Il faut que mon chapitre soit divisé en 3 à 5 axes. Il faut que je sache, très précis, effectivement, très carré. Il faut que je sache vraiment ce qui se passe. Et même si je ne suis pas spécialement précisément le plan, je me dis au moins, je sais ce que j'avais en tête, et si quelque chose change, je sais ce que j'ai changé. Ça, en tout cas, c'est ce qui m'aide beaucoup. Alors effectivement, vous êtes quand même assez cadré, et vous avez été tout autant dans la commercialisation de votre livre, puisque vous avez décidé de l'auto-éditer, et vous avez pour ça lancé une campagne participative pour le financer. Alors c'est un pari qui est quand même très risqué. Comment vous vous êtes senti? Pourquoi vous vous êtes dit, bon, je choisis ce moyen-là? J'ai déjà été avec de l'édition classique. C'est un parcours qui m'a moins plu parce que, en termes de royalties, c'est moins évident et puis surtout j'ai moins le regard dessus. Donc il y a des avantages avec l'édition classique, bien sûr. Finalement, l'éditeur il s'occupe de votre commercialisation, de votre publicité, tout ça. Finalement, on est un peu tranquille à ce niveau-là. En revanche, avec l'auto-édition, j'ai la main sur tout. Je peux tout contrôler, je peux savoir avec qui je vais collaborer. Donc c'est aussi l'auto-édition qui m'a donné la possibilité de collaborer avec mon frère, qui est l'illustrateur finalement, qui a tout fait, et 2 amis très très proches que je remercie encore vraiment pour le travail incroyable qu'ils ont fourni. J'ai été la tête du projet, mais sans eux je ne serais pas là, quoi. Vraiment. Donc ça c'est un plus avec l'auto-édition. On peut gérer comment les ventes se passent, comment est-ce qu'on communique avec son public, quel public on veut. Comment est-ce qu'on ramène ce public, tout ça? C'est vraiment une forme de liberté, en fait, qu'on ne trouve pas dans l'édition classique. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu. Alors justement, la liberté, vous l'avez, en tout cas, vous imaginez la suite. Oui. Rapidement, quels sont les prochains tomes? Est-ce que vous avez prévu d'écrire d'autres tomes? Actuellement, je suis en train de travailler sur le tome 2, qui sont du coup les prémices du Kourou. Le tome 1, il est vraiment sur... Forcément, c'est un premier tome, donc il est très introductif. Il amène presque plus de questions que de réponses. C'est un tome qui est vraiment axé donc développement psychologique, compréhension des personnages, quelles sont leurs difficultés, leurs forces, leurs faiblesses. Dans le tome 2, on rentre vraiment plus dans l'action, il y a des choses beaucoup plus complexes. On va plus rentrer sur une découverte du monde, on va essayer de comprendre plus précisément les conflits qui se passent dans les terres des Étaran, du coup là où tout prend place. Et puis les autres tomes risquent d'être encore plus dans la plongée. Puis j'essaye de travailler aussi peut-être en parallèle sur des nouvelles qui seraient plus courtes et qui ne feraient pas 642 pages aussi. Qui feraient un peu moins. Eh bien écoutez, je pense que vous avez donné envie aux téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà pour cette interview enregistrée donc jeudi dernier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo suivie de votre rendez-vous du mercredi Entreprendre. Rendez-vous demain à 19h pour un nouveau point complet sur l'info, mais également à tout moment sur puissancetélévision.fr. Restez avec nous.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.